La Chine et l'UE n'ont pas de conflits d'intérêts fondamentaux. Entre elles, la coopération dépasse de loin la concurrence et il y a beaucoup plus de terrain d'entente que de divergence. Telle est la vision de la Chine sur ses relations avec l'Europe, réitérée par le président chinois lors de sa rencontre par visioconférence lundi 14 septembre avec les dirigeants allemands et européens. Ce sommet a élargi les domaines de coopération sino-européenne et obtenu des résultats importants, quoi qu'en disent les détracteurs. Les deux parties ont signé un accord sur la protection des indications géographiques, un jalon important dans l'approfondissement de leur coopération commerciale, selon l'ambassadeur du Portugal en Chine. Elles ont réaffirmé accélérer leurs négociations de l'accord sur les investissements en vue de le conclure d'ici la fin de l'année. La Chine et l'UE ont également décidé d'établir des dialogues de haut niveau sur l'environnement, le climat et le numérique. Sur fond de fortes tensions sino-américaines, certains politiciens et médias occidentaux incitent l'UE à durcir le ton avec la Chine en amplifiant leurs frictions commerciales et leurs divergences idéologiques. Pour renforcer l'unité au sein de l'Union, le discours de la menace chinoise se généralise et les questions économiques, commerciales et technologiques sont politisées et associées à la notion de sécurité. Force est de constater la résurgence d'un fanatisme quasi religieux qui fait apologie de l'ingérence dans les affaires intérieures de la Chine au nom de la sauvegarde des valeurs européennes. Les droits de l'homme ont ainsi été évoqués lors du sommet Chine-UE, plus précisément les questions du Xinjiang et de Hong Kong. Comme la Chine l'a expliqué à maintes reprises, il ne s'agit pas de droits de l'homme, mais de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pour le Xinjiang et de préservation de la sécurité nationale pour Hong Kong. D'ailleurs, la Chine souhaite toujours la bienvenue à ceux qui veulent se rendre au Xinjiang et se forger leur propre opinion sur l'état des droits de l'homme dans la région. Mais elle s'oppose à toute enquête basée sur une présomption de culpabilité. Si l'Europe parle à bon escient des questions du Xinjiang et de Hong Kong, ainsi que des droits de l'homme, sans se poser en donneur de leçons, les Chinois veulent bien l'écouter et ne rechignent pas à adopter des propositions qu'ils jugent raisonnables. En revanche, si l'on veut imposer son point de vue, voire faire de ces questions un contrepoids dans ses négociations avec les Chinois, la tentative est déjà vouée à l'échec. La Chine ne fera pas de concessions sur ses intérêts vitaux. La Chine et l'Europe sont toutes deux partisanes du multilatéralisme. Pékin ne voit pas d'un mauvais œil le renforcement de l'autonomie stratégique de l'UE, contrairement à Washington qui veut garder sa mainmise sur elle. Cependant, en raison des différences historico-culturelles, sociopolitiques et des stades de développement, il est tout à fait normal que la Chine et l'Europe ne convergent pas sur toutes les questions et, osons le dire, sur certaines valeurs essentielles. Mais cela ne peut ni ne doit affecter leur coopération et leur dialogue. Un partenariat mature doit faire face aux divergences et savoir les gérer de façon constructive. Dans la culture chrétienne, on parle de l'irénisme, qui peut trouver dans la culture chinoise comme équivalent qiu tong cun yi, l'esprit de recherche de terrain d'entente par-delà les divergences. Les Français disent parfois, non sans un brin de cynisme, que les relations sino-européennes c'est du « je t'aime, moi non plus ». Bien que ma vision soit plus optimiste, je reprends leur formule et réponds avec autant de cynisme « je t'aime, c'est déjà ça », surtout pour des partenaires qui aspirent à une communion d'esprit.